Denis, qu'est-ce qui t'a motivé pour cette exposition et quel sens as-tu voulu donner à celle-ci? Alors d'abord j'ai été surpris, on m'a proposé de faire une exposition dans cette MJC lyonnaise et c'est quelque chose qui m'arrive tellement rarement, pour ainsi dire jamais, que tout de suite j'ai eu dans l'idée de mettre en scène, comment dire, de faire surgir des pages d'un livre, de faire surgir un texte qui est très important pour moi. Alors ce texte, quel est son titre? Alors ça s'appelle « Puisque toujours tourne le monde ». C'est un texte que j'ai écrit il y a 9 ans de ça, et qui était déjà pour remercier quelqu'un qui m'avait invité à aller lire des textes au Carré 30, un petit théâtre lyonnais. Donc pendant l'été, j'ai écrit ça, et en fait, c'est comme il m'arrive souvent, quand on me demande quelque chose, hop, j'ai des petits tiroirs qui s'ouvrent dans ma tête, et il y a tout un vécu, tout un regard au monde que j'accumule depuis bien longtemps, trop longtemps peut-être, et qui surgit comme une source à qui d'un coup on enlèverait un gros rocher qui est par terre, et d'un coup il y a la source qui jaillit. Voilà, ça fait un peu ça dans mon cerveau. Peux-tu nous parler de ce texte? Ce texte, c'est la vision qu'aurait un homme un peu perché sur un tertre, sur une colline et tout, et qui regarderait en bas défiler l'humanité depuis ses débuts. En se comptant soi-même dans la foule qui défile, bien entendu. Il n'est pas extérieur, mais pour avoir une perspective de cette histoire du monde qui sent en lui et par l'histoire, par les informations qu'il peut en avoir, comment cet être perché là-haut ressent se défiler cette humanité qui tourne en rond depuis des siècles, des millénaires, des millions d'années peut-être. Voilà, le début. Ensuite, à la regarder vivre cette humanité, à la regarder défiler, à la regarder se perdre, à la regarder tourner en rond, à la regarder se chercher en tournant de tous côtés la tête, à rechercher peut-être ses points cardinaux moraux, je ne sais pas, à vivre tout ça, il y a une construction qui se fait, où on voit des étapes de l'humanité, où on ressent des strates humaines. Moi, ce qui m'impressionne quand je regarde l'humanité aujourd'hui, par exemple, et comme elle était dans le passé, que j'ai lu dans les livres d'histoire et tout, c'est que l'humanité, elle est stratifiée, avec en bas comme une espèce de glaise de gens dont on dit qu'ils ne sont rien, et puis avec les couches intermédiaires, et puis en haut on nous dit que là-haut il y a des gens extraordinaires, supérieurs, qui sont faits pour gouverner et tout. Et moi c'est quelque chose qui me pétrifie, qui me fait peur, quoi, parce que toute l'histoire de l'humanité, les milliards de gens qui sont morts dans la misère, qui sont morts dans le désespoir, qui sont morts dans les guerres, qui sont morts en donnant leur sang, en fait, c'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça parce qu'on l'a conduit dans un certain sens, parce qu'on l'a fait tourner en rond et parce qu'on recommence perpétuellement les mêmes erreurs, on retombe dans les mêmes pièges. Et j'ai un gros travail dans ce livre, j'ai un gros travail sur la mémoire qu'on perd et sur ces racines dont on ne sait plus ce qu'elles sont. Ce qui fait qu'on recommence toujours. C'est perpétuel, c'est un mouvement perpétuel. Donc si je comprends bien, un regard sur la société et aussi un regard sur la mémoire. Oui, parce qu'il y a la mémoire de chacun a sa mémoire familiale, sa mémoire de vie et tout, mais il y a une mémoire qui est de comment, par exemple, on trouve en Orient, on trouve chez nous, dans des grottes, au fond de grottes, on se rend compte qu'il y a 1,5 million d'années, il y a des gens déjà qui commençaient à enterrer leurs morts, il y a des gens qui faisaient des dessins sur les murs, il y a des gens qui faisaient des croix ou des drôles de pictogrammes sur des pierres. Et ça, on en découvre tous les jours. Et aujourd'hui, on continue. Il y a encore aujourd'hui des gens qui réapprennent un enfant. Moi, j'adore voir ça, un enfant à qui tu donnes des crayons et qui va savoir, peut-être instinctivement, peut-être parce qu'il a vu son papa le faire, ou quelqu'un, refaire des traits, refaire des choses comme ça. C'est dans l'humain, voilà. Et ça pose des questions quand on oublie ce qui s'est fait.
Alors Denis, tu es multidisciplinaire, poésie, théâtre, etc. On aimerait bien en savoir davantage. Alors, multidisciplinaire, oui, si on regarde comme plusieurs lumières qui sortent d'un caillou un peu aux facettes ciselées, mais en fait c'est un ensemble. Alors, j'écris depuis tout le temps, j'ai toujours écrit, même petit j'écrivais, et j'écris alors plutôt maintenant, depuis quelques années, des pièces de théâtre et des récits poétiques. Alors j'écris quelques poèmes, courts poèmes, mais j'écris surtout des longs récits poétiques et des contes, voilà, ce que j'appelle des contes de notre temps. Alors c'est jamais, mon écriture, c'est jamais pour, pour distraire, c'est jamais distractif. C'est un regard au monde. Voilà. Je pense que le monde a besoin d'être raconté comme il est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent de ce monde et qui n'ont pas les mots pour le dire. Donc il y a des peintres, des gens qui écrivent, des gens qui sculptent et qui montrent le monde dans sa réalité, alors qui parfois, bien sûr, peut être lumineuse, mais qui souvent est extrêmement sombre, dure et saignante. Moi, j'écris des textes, souvent, que j'appelle apocalyptiques ou post-apocalyptiques. C'est-à-dire que je prends un thème et je mène la logique jusqu'au bout. Et souvent, la logique du comportement humain est catastrophique pour les objets de son attention. Le plancher grince sur le palier, comme si le poids d'un corps se portait sur une jambe, puis sur l'autre. Le plancher grince derrière la porte. L'on s'attend à tout instant à voir tourner la poignée de faïence. Les cœurs se serrent douloureusement, de la terreur de voir soudain surgir le diable de ses enfers. Que la journée fut belle, pourtant, à rire et à boire frais du vin sous la tonnelle. Le plancher grince derrière la porte. Qui osera les 3 pas du courage et coller l'œil au trou de la serrure? Les chiens aux dents rouges errent, affamés dans les rues de minuit. Qui a lâché les chiens? Qui élève caché du monde des chiens aux dents rouges? Le plancher grince derrière la porte. Et le sang des femmes et le sang des hommes se fige dans les veines. Le plancher grince derrière la porte. Le chat hérissé fait le gros dos au-dessus de l'armoire. Le diable en est! Le diable en est! Juste un grincement, juste un peu de jeu entre 2 lattes de bois sec. Ça joue, c'est toujours comme ça dans les vieilles maisons. Et le vieux rit tout seul de ses 3 dents jaunes. Tout le monde sait que on va à la fin, quoi, qu'on pousse notre emprise sur le monde, on le pousse jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il reste plus que cendre, qu'il reste plus que rien. Et moi, je suis témoin d'un monde. Alors je suis témoin d'un monde à un mauvais moment, puisque c'est peut-être la fin d'un monde. Pesant de toute sa hargne, de toute sa bêtise, de toute son inertie de masse obscure universelle, la marée des impossibles. Des démissions, des renoncements, des abandons bousculent et mettent à bas le vieil édifice de pierre. Le sol de granit souillé s'incurve, cède et plonge aux abysses de la crypte ténébreuse. Comment je fais mon travail? Alors bon, je l'écris. Souvent mon travail, il y a des gens, il y a même des ateliers pour ça. Je suis devant une page blanche, qu'est-ce que je dois faire et tout. Moi, c'est pas compliqué, j'écris pas tous les jours. Je passe pas mon temps à écrire, mais à un moment, dans ma tête, il y a un clignotant qui s'allume et qui dit « Denis, il y a un tiroir qui s'ouvre, ah vas-y ». Alors je me donne rendez-vous avec moi-même, généralement dans un bar associatif, dans un quartier de Lyon, et je me dis, à 15h, j'y suis. Et mes personnages sont là quand il s'agit de pièces de théâtre, ou mes scènes sont là quand il s'agit de contes, et le tiroir se vide. Moi, je transcris ce qui sort du tiroir, avec mon vocabulaire, avec mes images, avec tout ça, mais c'est
c'est vraiment, j'allais dire, c'est une accumulation de vécu, une accumulation d'informations, une accumulation de ressentis, de déboire, de tristesse ou d'enthousiasme qui se vide comme une source, tu vois, que je prenais tout à l'heure l'image de la source cachée sous un caillou. À un moment, je vivais en camionnette, on m'a prêté un petit local et j'avais trop envie de faire des livres. J'avais pas les moyens de payer un imprimeur parce que le premier imprimeur chez qui j'ai été, il m'a dit ça fera tant de milliers d'euros. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Et on m'a prêté un ordinateur à ce moment-là, il y a 14 ans de ça, à Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'ai attaqué, j'ai imprimé moi-même mes pages sur des formats A4 que je plie en deux et ça fait des bouquins en A5, voilà, ça donne ça. Et puis j'ai essayé de faire à la colle là, sur le dos, mais ça tient pas, il faut de la colle à chaud, mais il faut de l'appareillage. Et donc j'ai réinventé, il paraît que ça s'appelle de la reliure japonaise, mais moi je dis c'est de la reliure Fort-Calquieraine, puisque je l'ai inventé dans mon petit local à Fort-Calquier. Et donc je fais des livres avec une perceuse électrique. Moi. Alors avec ma petite perceuse, je fais mes trous, tchlac, et puis comme ma main le faisait, avec une aiguille, et ben je passe mon fil et tout. Et puis je fais un petit nœud en haut, hop, ça y est, ça tient, et c'est incroyable. Alors ensuite, bon, le texte c'est une chose, après j'aime bien mettre des illustrations. Alors c'est pareil, autant j'ai aimé écrire quand j'étais petit, autant j'ai aussi aimé apprendre et dessiner. Et je fais des illustrations, alors soit au crayon couleur, ou des pastels secs, des pastels gras, du fusain, de l'encre. Et voilà, j'ai tout un panel comme ça d'expressions. Et que je glisse ensuite à l'intérieur de mes textes. Hop, voilà, il y a une illustration et ça donne une dimension supplémentaire au travail, ça donne une dimension supplémentaire au récit. Voilà. Donc c'est un gros travail que de réaliser ces ouvrages ainsi, pour en sortir plusieurs exemplaires, ça demande beaucoup de temps, quoi. Alors c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup de bonheur. Il n'y a pas un moment où je me sois maudit en disant mais qu'est-ce que tu as été prendre cette voie-là. Alors je ne fais pas 5000 bouquins à la fois, attention, je fais une fois que je commence à tirer, le premier jet, je tire 20 bouquins. En gros, c'est comme ça. J'en tire 20, comme ça il y en a pour 1 an ou 2 ans, hein, je ne sais pas. Et puis quand je vois qu'il m'en reste 3-4, eh ben, j'en refais une série de 4, un chiffre pair toujours. Insupportable. Le poids des boudances et visqueuses dont se pétrit l'histoire des hommes. Insupportable la charge d'injustice, de misère, de malheur qui brûle les épaules et courbe les échines du troupeau. Insupportable l'océan du plomb fondu, de tant de douleur, de tant de larmes, de tant de désespoir. Insupportable la masse écrasante, étouffante des oppressions, des aliénations, des mystifications, des soumissions. Pour le fragile, le léger tissu cristallin des arts. Peux-tu nous parler de ces photos? Alors, ces photos, en fait, c'est ce que j'appelle, moi, des jaillissements photographiques, des jaillissements urbains. C'est-à-dire que il y a 3 ans de ça, il y a mon docteur qui m'a prescrit, à cause de choses qui sont dans mon corps, il m'a prescrit de faire 2 heures de marche par jour. Et je me balade du coup avec un petit appareil photo et je regarde mes pieds, je regarde ce qui se passe au sol, parce que bon, les statues, les machins, tout le monde les connaît, voilà. Et je tombe sur des flaques de peinture, sur des chewing-gums écrasés, sur des morceaux d'aluminium, on en trouve énormément maintenant, sur les rues. Dans les rues, il y a des gens, ils jettent leur papier aluminium, les voitures roulent dessus, et ça donne des choses extraordinaires. Et j'ai un regard qui sait saisir les choses. Donc je tombe sur une petite flaque de peinture, je la prends, je fais plusieurs cadres dedans, je prends des extraits, des machins, et après je les retravaille simplement avec le logiciel de transformation de photos qu'il y a sur mon appareil, sur mon ordinateur, quoi. Et je les traite en couleur, je les traite en noir et blanc, je les traite en contraste et lumière.
Et c'est des jaillissements. D'un coup, il y a des personnages qui surgissent, il y a des situations qui surgissent, des scènes qui surgissent, quoi. Par exemple, je ne sais pas si on la voit là, quoi. Il y a cette dame sans tête, une danseuse sans tête, qui danse quelque chose qui est extrêmement émouvante pour moi et qui s'intègre complètement au texte qui s'appuie sur le texte. Là, voilà. Quel message ou pensée souhaites-tu communiquer au monde et partager avec celui-ci? Alors, je vais vous parler d'un combat. Mon combat, c'est celui pour la liberté, pour les 7 milliards et quelques millions d'habitants sur cette planète, le droit de dire le monde, le droit de dire leur vie. Parce que là, on a une société maintenant qui a décidé qu'il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui subissent le monde, et puis il y a ceux qui sont en haut et qui planent et qui racontent des histoires. Moi, je pense que chacun a le droit d'écrire. C'est mon combat depuis des années. Alors, quand je suis arrivé dans la grande ville, ici, on m'a dit « Ah mais non, tu ne peux pas être avec les gens qui écrivent parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. » Donc, d'où le fait que je fabrique mes bouquins, que je fais tous mes illustrations, mes machins. C'est hyper important. Moi, j'ai bossé en tant qu'éducateur avec des gens qui étaient dans de grandes difficultés et qui avaient du mal à exprimer toute la souffrance. Pourtant, ils avaient des pactages sur le dos qui étaient bien plus lourds que ce que j'aurais jamais moi. Et il faut qu'il y ait des gens qui prennent ça. Et retrouver des personnes comme ça, retrouver leurs mots. Par exemple, moi j'ai connu des gens qui étaient dans la rue et qui m'ont donné leurs témoignages. Et on les retrouve en tant que personnages de mes pièces de théâtre. On les retrouve là, mais pas pour se foutre de leur gueule ou pour se marrer ou faire des pièces rigolotes avec. Non, 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 avec le respect de leur charge de vie et le respect de l'humain qui sont, de la beauté humaine qui sont capables de dégager. J'ai vu des jeunes gens qui avaient vécu des trucs atroces, des conneries aussi, et qui étaient tombés dans les pièges de la vie, qui me disaient, et à qui j'apprenais, ils avaient envie d'écrire de la poésie, à qui j'ai dit, écris, et puis on va la lire ensemble, et puis on va demander aux autres de nous écouter, et puis tu vas voir, ce que tu as à dire, ça va être beau, ça va être fort, ça va toucher, ça va être touchant, et on va partager ça, non pas pour se foutre de ce que tu as vécu, mais au contraire, pour en faire de la richesse humaine, Voilà, c'est le sens, moi, de mon combat, c'est que, oui, tout le monde a le droit d'expression. C'est hyper important. Personne ne peut vous dire « Non, mais toi, tais-toi, on va aller écouter monsieur machin et tout. » Non, 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 non. Tu as quelque chose à raconter, raconte. Alors, ça peut être par écrit, ça peut être par des images, par de la photo, par du dessin, comme tu veux. Mais tu as le droit. Chaque soir, après l'harassante journée de marche, nous tournions nos regards vers l'implacable horizon. Et chaque soir, là-bas, s'élevait tremblotante, bleuâtre, la fumerole vomi de la vieille montagne. Comme si le troupeau n'avançait pas, comme si nous étions enlisés dans un chaos de piétinements inutiles. La viande ne grillait plus à la braise vive, juste bouillonnait-elle en de fades éclaboussures, comme si tout au monde s'enduisait de mollesse. Comme s'il n'était plus permis à la lumière que de se répandre en flaques ternes et glauques sous le pas fondu des hommes, lourds